J'aime les challenges, j'aime ce qui paraît impossible. Je dois dire que ça a plutôt tendance à me stimuler. Pourquoi j'ai entrepris ? C'est parce qu'un jour, j'ai vu Ariane Garcia dans Capital qui racontait son histoire avec Caramel. J'avais 16 ans et je me suis dit, je veux faire ça, je veux être comme elle. Ça signifie que c'est possible pour tout le monde, pour tous ceux qui osent, travaillent et rêvent. Et si j'ai un truc qui m'a réussi, c'est de m'entourer que de gens à la fois extraordinairement compétents et hors du commun. Il y a des personnes autour de nous qui ont des parcours atypiques. Salut, je suis Frédéric Azoulay et je suis heureux de vous retrouver sur ce nouvel épisode de La Combinaison. L'idée de ce podcast est de rencontrer des personnalités qui ont eu des destins exceptionnels dans leur domaine. Entrepreneurs, sportifs, écrivains, artistes, je vous fais partager leur expérience, leur parcours lors d'une conversation sans filet. Découvrons ensemble la combinaison des événements qui ont fait leur succès. Pour être averti dès qu'un nouvel épisode est en ligne, il suffit juste de cliquer sur s'abonner dans votre application de podcast préférée. A tout de suite avec mon invité. Bonjour Céline, je suis ravi de te recevoir sur mon podcast. Céline, tu es la fondatrice de Litchi, la cagnotte en ligne, et de MangoPay, une solution de paiement pour les marketplaces entre autres. Litchi, c'est parti d'une idée assez simple qui est apparemment de digitaliser l'enveloppe à l'époque papier, la petite enveloppe là où on met les sous, le pot de départ, l'anniversaire, le mariage. Et on va largement y revenir. Mais avant de dérouler tout ça, Céline, est-ce que je peux te demander de te présenter ? Bien sûr. Donc, je m'appelle Céline Lazare, j'ai 37 ans. Je suis entrepreneur dans la tech et investisseur et aussi activiste, on peut dire. Activiste. Tu es née où, Céline ? À Toulouse. À Toulouse. Tu avais cette envie de devenir entrepreneuse depuis longtemps. Tu as fait quoi comme études ? Alors, j'avais envie de liberté. J'avais envie de tech. Et j'avais envie d'innovation, de créer, je pense. Et donc, les deux sont liés, hein, évidemment, avec mes études. J'ai voulu... du coup, trouver des études qui répondaient à cette envie. Et puis, j'ai donc postulé dans une école d'ingénieurs qui s'appelle EPITA. Et donc, j'ai fait les 2 années de classe préparatoire, maths sup et maths spé. Et puis, j'ai trouvé que c'était quand même passionnant, mais un peu trop technique pour moi, parce que je voulais voir d'autres choses, je voulais voir comment on conçoit un projet, je voulais voir comment, d'autres aspects que la partie uniquement technique. Et donc, j'ai fait un master 2 de gestion de projet informatique. Alors, c'est quand même tech, mais un peu moins qu'EPITA à la fac. Et puis, j'ai fait un 3e cycle à HEC en management et nouvelles technologies, avec l'idée d'avoir des compétences là un peu plus financières, marketing, business plan, etc. Alors là, tu vas me confirmer une légende. Tu fais tes études à HEC et tu es chargé d'organiser donc un week-end d'intégration de ta promo. Tu te rends compte que c'est quand même il faut le faire. Donc tu dois récolter des sous. Tu sais un peu la croix et la bannière de réunir la somme entre ceux qui te disent je vais te payer, ceux qui te payent pas, ceux qui te disent l'échec, le liquide, ça arrive demain, etc. Et tu te dis je vais essayer de trouver quelque chose sur Internet. Tu te rends compte que ça n'existe pas. Oui, dans les grandes lignes, c'est ça. C'est-à-dire que j'organise le week-end d'intégration de ma promo, sachant que voilà, mon master, c'était 1 an, que j'avais envie d'en profiter, de rencontrer tout le monde, que j'ai cette âme un peu fédératrice à faire des week-ends, des événements entre proches. Et c'est toi qui l'organisais, puis, hein ? C'est toi qui l'organisais ? Oui. C'est moi qui l'ai organisé. C'était pas grand-chose, hein. C'était un week-end de 2 jours à faire un peu de sport, boire des bières, Non, faire mais une grande c'était raclette. déjà un esprit fédérateur ou rassembleur, quoi. Mais oui, c'était dans ma nature, effectivement. J'avais monté une liste BDE avant. Enfin, je sais, voilà, j'ai fait beaucoup de sport. Voilà, donc j'avais cette âme-là, je pense. Et puis effectivement, j'ai galéré à collecter l'argent auprès de tout le monde. Et je me suis dit, mais il y a forcément un service qui permet de collecter et gérer de l'argent à plusieurs. Et il y en avait pas. Mais à ce moment-là, je me suis pas dit je vais le faire. Je me suis juste dit qu'est-ce que c'est con quand même. Et puis en fait, j'ai fait mon année d'études à HEC en septembre 2007, juin 2008. Donc j'ai été diplômée au milieu de la crise financière, ce qui était vraiment le pire moment pour être diplômée parce que il y avait pas de job à la sortie des études. Et en fait, ça a aidé probablement que ça m'a en fait été un très bon contexte. Ça m'a mis le pied à l'étrier parce que je me suis dit
il n'y a pas le job que je pensais qu'il y aurait il y a un an quand j'ai postulé au master. J'ai cette idée-là de projet aux innocents, les mains pleines. Hein. Oui, bien sûr. Tu bossais pendant tes études? Oui, alors j'ai bossé, j'ai toujours travaillé. Je crois que j'ai commencé à travailler à l'âge de 14 ou 15 ans, ouais, 14 ans même. Alors j'ai fait tout, j'ai fait du babysitting, été agent administratif à la mairie de Toulouse, été beaucoup vendeuse puisque Mmh. ma maman avait une boutique. J'ai fait enfin voilà plein de jobs différents d'étudiants et puis voilà pendant mes 2 années de prépa j'ai fait un peu moins de petits boulots parce que j'avais beaucoup de travail, j'ai fait quelques babysitting mais c'est tout et après quand j'étais à la fac et ben j'avais beaucoup de temps et donc je me suis mis à faire du design, du développement, de la gestion de projet, je faisais des petits sites comme Mmh. ça quoi, un peu l'agence mais un peu sous le manteau et puis j'ai commencé du coup à postuler à des stages et puis en fait ils ont voulu me garder et donc en fait à partir de l'âge de 20 ans j'ai tout le temps travaillé en parallèle de mes études et notamment quand j'étais à HEC en fait j'étais aussi salariée dans une start-up qui s'appelle Aika Mmh. qui a été montée par Gilles Babinet et en fait qui m'a donné l'envie d'entreprendre ouais. Un truc de photo, c'était, Exactement ouais, ça existe, je sais pas si ça existe toujours d'ailleurs. ah si ça existe Ouais. toujours ouais. Alors revenons à Litchi, pas encore Litchi d'ailleurs. Tu as cette idée et tu te dis quoi? Je vais essayer de le faire. Comment ça vient? Comment tu vas le mettre en pratique? Bah alors c'est vrai qu'en fait on oublie et moi-même parfois je me dis mais Mmh. comment j'ai fait quoi et donc bah, j'étais toute seule sortie de mon master en coloc j'avais un ordi c'est tout ce que j'avais franchement pas beaucoup de réseau Mmh. et en fait en plus à l'époque il y avait pas grand chose il y avait pas d'accélérateur il y avait pas d'incubateur il y avait très peu d'événements de networking donc bah, C'était j'ai quoi, commencé en fait 2007? non, c'était mi-2008, Ouais, été 2008. l'iPhone venait de sortir, c'était. Ouais, Exactement, ouais. ouais. L'iPhone était sorti en novembre avant. Enfin, c'était vraiment Mmh. le début. Enfin, en tout cas, c'était un écosystème très différent. Et donc, j'ai commencé à dessiner en fait ce à quoi pourraient ressembler les maquettes de Litchi, l'expérience utilisateur. Et en fait, tout s'est basé sur ça, puisque je me suis dit, ben voilà, il faut que je sois sûre que le besoin existe, parce que moi j'ai ce sentiment-là, mais peut-être pas les autres. Vraiment, s'il fallait imaginer que c'était quelque chose de très nouveau, la fintech n'existait pas, le crowdfunding n'existait pas. Donc voilà, c'était pas, enfin c'était un autre moment. Et donc, je me suis basée sur ces premiers sketchs que j'ai faits. Et je me suis dit, bah tiens, je vais peut-être faire même pas, on peut même pas dire une bêta, mais une sorte de prototype du site, sans le paiement, sans créer la boîte, mais juste avec l'expérience utilisateur. Et je vais demander aux gens autour de moi ce qu'ils en pensent. Et donc j'ai fait ce première version du site pendant mon été. Et puis en septembre, j'ai envoyé un mail à tous mes copains de promo, de mes amis d'enfance, et j'ai fait une petite enquête pour comprendre leurs besoins. Et je m'étais dit, bah je me laisse jusqu'à la fin de l'année. Si je vois que le besoin est à adresser et qu'il y a plein de cas d'usage potentiels de cette cagnotte en ligne différents, et ben je lancerai la boîte et puis sinon je chercherai un job. Il faut que je précise que j'avais passé un deal d'une importance majeure dans cette histoire avec l'autorité parentale puisque bien évidemment j'avais pas une flèche et donc mes parents avaient accepté que je ne me mette pas sur le marché du travail et de me financer une année de plus comme quand j'étais étudiante et de façon à m'aider à payer mon loyer en coloc et puis voilà de quoi vivre. En fait, ils étaient assez ouverts d'esprit à ce que je fasse ce Mmh. que j'ai envie de faire. Ça, je crois qu'il n'y avait pas du tout de Mais ils t'ont donné un franchement. an. Il y avait un contrat. Mais il y avait un contrat Mmh. économique Voilà. parce que voilà, il fallait être sérieux et puis ils considéraient que j'avais un âge où je pouvais être autonome et indépendante. Et en fait, ça a été le plus grand service qu'ils m'aient rendu parce qu'à la fois ils m'ont donné leur confiance et en même temps ils m'ont donné un petit time to market pour réaliser les choses et pour Mmh. achiever. Et, voilà. Et donc moi j'avais quelques économies puisque comme je te l'ai dit j'avais beaucoup bossé et donc c'était mon capital pour investir dans la boîte. Mais voilà tout ce que j'avais à m'apporter. C'était quoi le capital? Ça coûtait quoi? J'avais 5 000 € de côté que j'ai investi dans la boîte.
Enfin, c'est une sorte d'e-commerce dans lequel tu vas avoir des flux bancaires. Ça va être très compliqué. On va le voir tout à l'heure. C'est un produit qui incrémente, en fait. C'est comment t'expliquer Bah, alors non, c'est vraiment on avait tout imaginé comme une Hmm. enveloppe en papier qui se remplit et dont le montant, s'affiche au fur et à mesure de la collecte et ainsi de suite. Donc vraiment, on l'avait conçu comme quelque chose, ouais, de la transposition de l'enveloppe en papier, en ligne. Mhm. Et donc j'avais obtenu aussi une aide puisqu'à l'époque, n'ayant pas beaucoup d'argent, je m'étais, voilà, adressée pour une subvention et donc j'avais obtenu aussi un petit budget qui me permettait de réaliser la première version du service. C'est aussi ça qui m'a permis, et en fait c'était à l'époque l'Oseo, mais c'est la BPI, et c'est grâce à la Mhm. BPI si j'ai pu démarrer mon projet, ça c'est certain. Tu me disais, moi j'étais passionné par la tech, par le web, etc. Mais c'est pas toi qui l'as codé. Tu as pris quelqu'un ou Alors moi j'ai fait la partie front, Mhm. mais non j'ai pris un développeur qui a fait la partie back. Bah, en fait on redéveloppait une banque quand même, donc il y Ouais. avait un peu d'enjeu. Le nom, Litchi. Ouais. Le nom, je voulais un nom court, facile à retenir, Mhm. international. Et donc j'ai fait un petit brainstorming avec mes copains de promo et puis on a fait la liste des fleurs, la liste des noms d'îles désertes, de dieux et de déesses. Et puis on est arrivé aux fruits et j'ai un copain qui m'a dit bah il y a Orange, il y a Apple, pourquoi pas Litchi? Et voilà, pourquoi pas Litchi. International, mais tu avais déjà une dimension parce que quand on crée un site, la plupart du temps, on est focalisé sur le .com, le .fr, et puis on se dit on va voir quoi. Tu t'es dit si j'arrive à monter le projet, ça va cartonner. Ah, pas du tout. Mais Non, je me suis dit, sur un malentendu, ça peut ouais, ça doit marcher. marcher. Donc autant partir avec les bonnes bases. Et c'est vrai que tu vois, en fait, à l'époque, c'était un mythique et c'est toujours un grand Hmm. succès. Mais on parlait beaucoup de mythique. Et donc le nom, je le trouvais très beau. Il y avait le double E qui m'est venu, le Hmm. double E de Litchi vient du double E de mythique. Et donc je m'étais dit, en fait, c'est plus simple si au cas où hein, je passe la frontière, que le nom soit le même partout, quoi. Tu croises Oleg, Ah, c'est lui qui me croise. c'est lui qui te croise. Donc Oleg Ouais, ouais, ouais. Chelsov, Philosophe, ouais. l'iconique fondateur de Photolia, bon, qui est investisseur, mais surtout qui a monté également Photolia, qui est une photothèque, c'était précurseur, ça aussi. Explique-moi. Écoute, Oleg, en fait, me tombe dessus. Comme je te l'ai raconté, j'avais envoyé Hmm. un mail à tous mes camarades de promo pour qu'ils découvrent un peu l'expérience Hmm. client de Litchi, mais qui était encore vraiment que, tu vois, c'est quelque chose qui s'amorçait. Hmm. Et puis il m'a contacté. Pardon, j'avais un de mes copains de promo qui en a parlé à Oleg puisque c'était son investisseur. Et donc, Oleg m'a contacté en me disant, ça m'intéresse, je veux investir. C'est quoi la valo? Combien tu cherches? Alors moi, je faisais pas de levée de fonds, donc je comprenais pas de quoi il me Hmm. parlait. Je savais même pas ce que c'était qu'une valo. Enfin, j'avais pas de boîte créée. Et puis j'avais eu l'argent de la subvention de BPI, de 30 000 euros, donc je trouvais que j'avais assez Ouais, d'argent. bien sûr. Et puis en fait, effectivement, mon ami m'a dit, mais Céline, c'est le fondateur de Photolia, ce qui était quand même déjà une très belle réussite à l'époque. Tu devrais être un peu plus maligne ou un peu moins bête. Et il avait bien raison. Et voilà. Et puis après, du coup, j'ai rappelé Oleg en lui disant, écoute, on peut discuter. Après tout, si tu veux me donner de l'argent, écoute, pourquoi pas. Hein. Et voilà. Et en fait, on pourrait presque imaginer, j'ai cofondé la boîte avec Oleg. C'est-à-dire que on a bossé sur ensuite l'expérience utilisateur, les partenariats qu'il fallait, la com, ensemble. Et bien sûr, il a investi de l'argent. Mais il y a eu aussi le projet, il a émergé à deux presque. Jusqu'à la vente, il était dedans jusqu'à la vente? Ah, Oleg, il a été là, il est toujours là Ouais. d'ailleurs dans ma vie. Mais oui, bien sûr, il a été En fait, c'est ce que j'ai découvert absolument par hasard, c'est que le choix des business angels au démarrage est clé dans un projet et peut faire sa réussite ou son échec. Et en fait, Oleg a été un mentor, je pense que c'est le bon terme, a toujours été présent, a su m'épauler, parfois me pousser de temps en temps, mais enfin, et il n'y a pas que Oleg, parce qu'il y a aussi eu Xavier Niel, Jérémy Bérébi, mais en fait tous les trois, ils ont eu un rôle très important dans mon histoire. Et si tes auditeurs souhaitent entreprendre et lever des fonds, qu'ils n'oublient jamais que le choix des business angels de démarrage est fondamental. Plus important, je pense, que même le choix du fonds d'investissement si ensuite on refait encore des levées de fonds. Mais les business angels au démarrage sont clés dans la réussite d'un projet ou l'inverse d'ailleurs. Donc, tu t'es occupé du front, tu avais un codeur pour le back. Ouais. Alors, ça me semble, encore une fois, c'est un peu mon métier, ça me semble pas compliqué
Le site de base, par contre, ce qui va me sembler très compliqué, on va le voir, c'est le flux bancaire. Et comment ça se passe? Parce que aujourd'hui, comment tu fais? Tu vas voir des banques, tu dois te prendre des portes d'ailleurs. Ah bah j'ai pris collection de portes, Ouais. puisque moi j'arrivais, j'expliquais mon idée Parce et que puis sans la tout d'un banque, tu coup peux rien faire de toute façon. Sans la banque, tu peux rien ah faire. bah non mais de toute façon c'est Oui. évident et puis j'ai expliqué mon idée et à chaque fois les gens me disaient mais euh, c'est une banque que vous voulez créer? Bah, je disais, j'en sais rien. Moi, je sais pas. En fait, j'étais nulle en finance. Mm. Enfin, la banque, j'avais jamais travaillé dedans. Donc, franchement, je disais, moi, je veux faire ma cagnotte en ligne. Le reste, je m'en fous un peu. Et les gens me disaient, mais vous pouvez pas créer une banque à 25 ans. Et souvent, on me proposait un stage à la place de m'ouvrir un contrat. Et j'ai mis 6 mois à trouver une banque partenaire. Et ce qui est assez drôle dans cette histoire, c'est que la première banque avec laquelle j'ai été partenaire, enfin laquelle Litchi a été partenaire, c'est le Crédit Mutuel Arkea. Dans les années qui ont suivi, il y a eu des tas de banques lesquelles on a travaillé, avec qui on travaille, Barclays, la BNP, le CIC, ING, enfin voilà, des tonnes de banques différentes. Mais Crédit Mutuel Arkea a été notre premier partenaire bancaire et c'est la banque qui nous a racheté en 2015. Donc en fait, il n'y a pas de hasard, je crois, dans la Ah vie. ouais. Ils avaient eu l'audace de croire au projet. J'ai également entendu quelque chose, c'est que donc tu parles d'Oleg qui est rentré comme investisseur, Xavier Niel et Jérémy Bérébi, il me semble, et je crois que tu as closé quasiment par SMS, c'est ça? Parce que ça fait un peu rêver quand même. On parle déjà de 2007, il y a 2007, il y a rien en termes de levée de fonds, enfin il y a quasiment rien. 2008, Mais toi, il me semble, tu closes par Non, SMS, non, c'est mais bien c'est vrai, ça? c'est malheureusement absolument vrai. L'histoire n'est pas romancée. Moi, j'ai la chance du débutant, alors j'espère que je vais continuer quand même, parce que bon, je suis encore jeune, je peux peut-être faire 2, 3 trucs encore, mais non, mais en fait, c'est vrai que je dis donc Oleg, on se met d'accord sur le fait qu'il. Donc ça, en fait, le temps passe un peu parce que du coup, je fais je crée la boîte en mars 2009. On développe une première version du service qui est mis en ligne en novembre 2009. Et puis là, je me dis que je vais avoir besoin de cash pour appuyer sur l'accélérateur. Et donc, je dis à Oleg, il faut que tu me mettes en contact avec Xavier Niel, tu le connais. Après tout, autant rêver pour ce qu'il y a de mieux. Il avait déjà commencé ses activités de business angel. Il n'y avait pas encore Kima Ventures à l'époque. C'était dans les prémices. Et voilà. Et puis, effectivement, il me dit, bah, OK, t'as qu'à m'envoyer un executive summary et puis on verra. En fait, je me dis, bah non, je vais pas lui envoyer un executive summary, je vais lui envoyer un screencast. Enfin, je voulais expliquer le besoin parce que c'est vrai que Litchi, et encore même aujourd'hui, si tu me demandais la taille du marché, j'en sais rien, moi. Il n'existe pas le marché, donc c'était impossible de répondre à cette question. Donc en fait, on pouvait pas faire une présentation classique. Donc j'avais fait un petit screencast où je faisais une démo de Litchi. Entre, je crée ma cagnotte, j'invite mes amis à participer. Enfin, un PowerPoint, quoi. Non, en fait, je filmais avec en screencast le user experience du site, du site qui venait de naître. Et donc, je fais une cagnotte pour l'anniversaire d'Oleg, machin. Et puis, j'avais donc envoyé ça à Oleg. En lui disant, t'as qu'à envoyer ça à Xavier Niel. Et puis, pas de réponse. 1 semaine, 2 semaines, je me dis, ah merde, c'est pas bon signe quand même ça. J'avais dû relancer, enfin j'avais pas de nouvelles quoi. Et en parallèle de ça, j'avais été admise à l'incubateur d'HEC. Il faut bien dire quand même que je m'étais pris une tôle la première fois que j'avais présenté, alors qu'ils étaient venus me chercher, c'est toujours comme ça dans la vie. Et donc bon, j'étais très contente d'y être du coup puisque j'avais dû postuler 2 fois. C'est un peu l'histoire de ma vie, mais pour y rentrer. Et donc, on partait en week-end dans les Vosges, puisque HEC avait un bâtiment là-bas à l'époque, et donc on faisait un week-end de travail. Enfin voilà. Et donc, je monte dans le train, je sais plus dans quelle gare, avec tous mes camarades de l'incubateur d'HEC, qui étaient donc tous des jeunes entrepreneurs comme moi, et entrepreneurs comme moi. Et donc, à ce moment-là, au moment où j'étais assise à ma place de train, tu sais, c'est le moment où un peu tu te détends, c'est le en train de déconner, presque en train de déconner. Exactement, c'était le début du week-end. On relâche un peu la pression. Oleg m'appelle et il me dit, je suis avec Xavier Niel, on voudrait te parler de Litchi.
Oh là 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 là. Ah, Et là, j'entends les portes qui se ferment, et le truc qui démarre. Et bon, à l'époque, en tout cas, on captait pas très bien au téléphone dans le train. bon, même aujourd'hui, hein. Oui, mais maintenant, je Paris-Marseille, peux plus le dire ouais, puisque comme je suis administratrice de la ouais, SNCF, tu vois, c'est vrai, non, c'est non, vrai. mais Mais ça a évolué, non, non, hein, ça ça a a quand même évolué, beaucoup hein. changé. Mais à l'époque, on captait vraiment pas bien. Et donc, Ouais. je me dis, mais c'est pas possible. Qu'est-ce que je fais? Je tire sur la sonnette d'alarme, je descends du train. Enfin, franchement, j'aurais été Mmh. prête à faire n'importe quoi pour avoir ce coup de fil, quoi. Rien à faire, rien à faire, rien à faire. Et donc, bah, du coup, qu'est-ce qui te reste dans un train quand tu peux pas téléphoner? Les SMS, parce que de temps en temps, ils finissent par passer, quoi. Et donc, on se commence à discuter par SMS sur bon, mais alors combien tu cherches, c'est quoi la valo? Alors là, je m'étais dit, voilà, faut que je négocie bien. Il me disait, mais c'est élevé. Je dis oui, mais bon, en même temps, il y a ça, le site il est lancé, ça va cartonner, etc. et tout. Puis au bout de, ouais, je sais pas, peut-être une petite heure de conversation comme ça, ils me disent bon, bah c'est ok pour Xavier, c'est parti quoi. Et donc là, je me suis dit putain, j'ai levé de l'argent avec Xavier Niel par texto. Voilà. Incroyable. C'était combien à l'époque? À Tu te l'époque, souviens? alors le tour complet, on avait fait 450 000 euros, puisqu'il y avait aussi un fonds d'investissement qui a investi, qui s'appelle Ah, c'est 360 sympa quand Capital même. Partners. Mais ouais, non, c'était. Mais en plus, même pour moi, c'était très psychologique. Je m'étais dit, je me mets juste en dessous de 500 000 euros, parce que j'avais l'impression que c'était le max que j'étais capable d'aller Ouais, chercher. 499 Ouais, presque, c'était en ouais. bas, Ouais. franchement. Mais bon, j'avais 26 ans, je découvrais un peu la vie. Hein. Mais voilà, j'avais envie d'essayer, et comme quoi, il faut essayer. Et le fameux contrat avec ta mère, alors. Ah bah là, on était bon, puisque du coup, Donc, au bout d'un an, tu avais fait le job. ouais, au bout d'un an, j'avais fait le job et donc je m'étais salariée au SMIC et donc on était bon. Alors, on va parler de l'attraction de Litchi. Je vais quand même rappeler le fonctionnement. C'est vraiment dans le cadre d'une organisation d'un anniversaire ou d'un mariage. Ou alors après, tu peux me dire le top 3. On va en parler du top 3 des produits parce qu'après Litchi, on l'a vu sur pas mal de causes pour financer. On va voir les gilets jaunes, les flics, etc. Euh, Initialement, c'était quoi le projet? C'était l'anniversaire, les pots de départ, les mariages, et c'est resté longtemps comme ça? C'est peut-être toujours comme ça ou ça a évolué? Au départ, on y avait un gros focus anniversaire, mais Hmm. moi, ma conviction, je dirais pas ma vision parce que c'est probablement un peu fort, mais ma conviction, c'était que il y avait plein d'usages différents. Et c'était pas tant la mienne que celle des gens que je rencontrais, à qui je racontais le projet et qui me disaient ah mais pour mon club de sport de quartier, et ben en fait à chaque fois on se galère avec les chèques et machin. J'avais eu droit à moi quand je joue en réseau en LAN, et ben on a besoin de financer ça. Enfin, il y avait franchement des cas d'usage, mais tellement. Enfin, il y avait une porosité, ça, c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire avec Litchi. Je découvrais toujours de nouvelles façons de se servir, enfin, d'utiliser ce service. Mais je m'étais dit, il faut commencer, voilà, pas après pas. Et puis l'anniversaire et l'enveloppe en papier, c'est quand même le truc que tout le monde comprend le mieux. Donc au démarrage, effectivement, c'était anniversaire, pot de départ, et on disait plutôt événement ou week-end à plusieurs, parce que c'est logique, tu fais un week-end entre copains, tu as souvent besoin d'avoir une petite cagnotte pour voilà, les frais communs, et etc. Donc c'était surtout ça, les trois cas d'usage de départ. Maintenant, c'est vrai que si tu vas sur le site de Litchi, il y a des dizaines de Ah oui. possibilités pour de types de cagnottes différentes et on en découvre toujours. Et c'est vrai que ce qui est extraordinaire, c'est que c'est nos clients qui ont fait le produit, c'est pas nous. Tu lances en novembre 2009. J'ai relevé une phrase que tu as dit dans un article, je sais plus. C'est une phrase que j'ai ressortie parce qu'elle est tellement vraie. Tu as dit, je suis content, je pleure de joie, mais je pleure parce qu'il n'y a pas de clients aussi, Ah oui, quoi. bah dis donc, t'as Tu bien. pleures deux Non, mais fois. c'est exactement Ouais. vrai. Le 19 novembre 2009, je pleure une première fois en me Mhm. disant Alléluia, ce truc et ça y est, Je l'ai est sorti, sorti. alors je l'ai sorti, excuse-moi, je te coupe, je l'ai sorti avec, tu dois la connaître, Catherine Chanzel, des Trois Ah Suisses, oui, de d'accord, Shop ouais. Invest. Ah super. Ouais. Elle est passée dans le podcast il y a 15 jours, et j'ai dit exactement cette phrase-là, effectivement, tu pleures deux Ah. fois. Enfin, je t'ai coupé, Non, mais vas-y. c'est ça, hein, tu vois, la première fois, bah, vraiment, il y a quand même une grande émotion quand le site a été en ligne, Hmm, quoi. Oh ah là hmm, là, là, j'avais l'impression, j'ai l'impression que j'étais à la fin du chemin. En fait, j'étais au début, je ne le savais pas. Et puis, hmm. je m'en suis rendu compte une heure après, quand je me suis dit, mais merde, il n'y a aucun client, comment on va faire? Et alors que j'avais déjà l'impression d'avoir tenu un marathon, quoi, d'être arrivé au bout d'un Hmm. truc. Donc voilà, donc c'est vrai que, ouais, et c'est ça aussi qui est génial avec l'entrepreneuriat, c'est qu'on, on,
ouais, on découvre chaque étape. Et puis, en fait, on oublie vite. Hein. C'est un peu comme les enfants. C'est parce qu'après, j'ai remonté, enfin, même si Mangopé faisait partie de Litchi, On oublie les mais on galères, oublie quoi. les galères. Ouais. Mangopé, j'ai recommencé toute zéro aussi, et on oublie de A à Z ce qui se passait. Novembre 2009, tu lances. Mm. Février 2010, tu embauches Laure, Absolument. qui est ta première, Salarié. Ouais. qui est toujours Toujours là, là, ouais. Mm. salariée. Est-ce que tu te souviens de ta première cagnotte, indépendamment des copains, hein? Quelqu'un que tu connais pas, est-ce que tu t'en souviens? Peut-être pas d'ailleurs. Si, très bien, mais si, bien sûr. Si, Alors, ouais. je me souviens plus du nom de la dame qui avait créé une cagnotte, donc cette dame que je ne connaissais pas, mais je me souviens très bien du moment où effectivement, ça n'a ce nom de cette jeune femme n'était pas le nom d'un ami qui créait une cagnotte, et donc je me suis dit, oh là là, ça y est. On a J'ai un une client. cliente, ouais. Et oui, c'était très émouvant. C'est des moments dont on se souvient à vie, je pense. La levée de fonds avec Xavier Niel et Oleg, etc. Elle a eu lieu entre les deux, c'est-à-dire que avant novembre. On a commencé à discuter au mois de novembre. Et on a signé la term sheet le 24 décembre, puisque je me souviens, j'étais chez mes parents à Toulouse et bon, je parlais en millions d'euros, mais c'était la valo, et puis ça restait pas beaucoup de millions d'euros, mais et je me souviens que j'avais mon père à côté de moi qui me disait mais vends alors peut-être si ça vaut autant d'argent. Et je dis non, mais en fait c'est que fictif, ça ne vaut rien. Mais voilà, et effectivement on a signé et finalisé le deal en février, le temps de faire voilà. Et quand cette levée de fonds, finalement, quand tu l'imagines, quand tu dis il faut que je sois en dessous de 500 000, tu te dis je vais faire quoi avec? Si j'imagine bien, ton site est sorti. Il est en ligne, le flux bancaire, tout est OK. Et ensuite, à part le marketing, tu as besoin de fonctionnement. Elle va te servir à quoi, Laure, par exemple? C'est au marketing. Il tourne tout seul, le site, en fait. Alors non, malheureusement, il tombe pas. Ou alors tu dois quand même faire les transferts manuels et Non, tout alors il y ça. avait une partie de manuel, mais surtout, enfin, il y avait tout à inventer dans l'expérience utilisateur. Enfin, c'était Oui. Au début, il y avait plein de choses qui étaient mal pensées, qu'il fallait améliorer, plein de choses dont on n'avait pas compris la problématique. Il y avait pas de mail, enfin tout ça, il fallait tout créer. Par exemple, au tout début, tu pouvais pas afficher une page de cagnotte si tu y avais pas été invité, ce qui était complètement débile. Mais bon, au début, on se dit oh là là, mais on peut pas montrer ça à tout l'internet, on sait jamais. Donc voilà, c'était vraiment un objet en train de se sculpter. Et donc Laure a évidemment tout initié Elle faisait quoi, Laure? Elle faisait quoi? Laure, pardon, elle est CTO. Donc, Les oui. CTO, d'accord, j'avais pas. Oui, d'accord. Et donc, Okay. donc c'était la Oui, forcément, premier oui. développeur embauché, puisqu'avant j'avais pris un prestat, et donc elle reprenait le service, et en fait, ce n'était que le début de l'histoire. Donc, oui, c'est toujours la CTO aujourd'hui de Litchi et Mangopé, ouais. Premier client que tu ne connais pas, et après ça part direct. Qu'est-ce qui se passe, hein? Comment ça part? Non, alors ça fonctionne vraiment étape par étape. C'était ça qui était assez marrant avec Litchi, c'est que ça a toujours été un peu mieux, un peu mieux, un peu mieux, un peu mieux. Mais j'ai pas tout d'un coup eu une explosion du jour au lendemain. Non, ça a été très très progressif. Chaque mois, il y avait un peu plus de clients. Chaque jour, il y avait un peu plus de clients, et donc c'était à la fois très porteur, très encourageant, et en même temps c'était long, hein. Mais ça avait le bénéfice effectivement de toujours grandir un peu, et du coup j'ai jamais vraiment vu le moment où il y a eu une explosion. C'était assez drôle, hein, mais finalement un jour je me suis retournée, et il y avait 10 millions de clients, quoi. Mais voilà, c'est fait étape par étape. Alors bien sûr, je me souviens des étapes clés, hein, des premiers millions de clients. Mais par exemple, je me souviens un des développeurs de Litchi, Étienne, qui est resté plus de 8 ans dans la boîte, a raconté, je sais plus, c'était au moment de son pot de départ, enfin en tout cas voilà, à un moment à son départ, que quand il était arrivé dans la boîte, on avait fêté les 10 000 euros collectés par jour. Et ben franchement, quand tu calcules 4% de 10 000 euros, puisque c'est notre commission, ça fait pas beaucoup, hein, de chiffre d'affaires. Et il s'est dit, oh là là, le chemin va être long, et c'est vrai. Oui, parce qu'on peut rappeler un peu le business model. Tu n'as pas de frais d'ouverture. Non.
T'as pas de frais, enfin, tu prends juste un prélèvement sur les Oui, versements, alors c'est en ça? fait, bon, j'ai un peu raccourci. Ça a Non, évolué, ça a toujours été le même business model, mais Mmh. effectivement, quand tu dépenses ta cagnotte chez un partenaire de Litchi, c'est gratuit pour l'utilisateur et donc on ne prend pas de commission et c'est le partenaire qui nous rétrocède une commission d'apporteur d'affaires. C'est vraiment de l'affiliation on ne peut plus classique. Et si la cagnotte est dépensée par virement bancaire, dans ces cas-là, effectivement, il faut bien qu'on puisse vivre et donc on prend une commission et qui commence à 4% et qui est dégressive jusqu'à 1,9% en fonction du montant collecté. En plus, ce qui est génial, moi qui suis dans l'e-commerce, tu dois faire du SEO, de l'AdWords. Vous avez quasiment une auto-viralité. C'est-à-dire que quand tu publies ta cagnotte, forcément, ceux qui vont y adhérer vont connaître le service. C'est ça qui est Il y a une génial, quoi. viralité extraordinaire avec Litchi, puisqu'effectivement, à Ouais. chaque fois que tu crées une cagnotte, tu invites une quinzaine de personnes à participer. Et donc, sur les 15, t'en as X% qui vont réutiliser le service après dans les semaines qui viennent. Et ça, c'est un modèle extraordinaire. Et en termes de marketing à l'époque? Au début, on faisait rien. Ou de la pub? Non, on faisait des relations presse parce qu'on s'était dit qu'il fallait gagner la confiance des utilisateurs, qu'il fallait convaincre, rassurer. Donc on a beaucoup investi le terrain de la presse. Et puis après, on a commencé à tester un peu d'AdWords. On avait nos comptes sur les réseaux sociaux. Voilà, un peu d'affiliation, un peu d'SEO. Voilà, les choses qu'on essaye de tester quand on démarre un projet, de comprendre quels étaient les leviers. Mais tout était tellement nouveau que même un CAC pour acquérir des clients, c'était difficile à quantifier. Mais par exemple, le mot cagnotte n'était pas cherché sur Internet. Donc en fait, t'avais beau l'acheter, personne ne cliquait puisque personne ne le cherchait. Ah, c'est très différent maintenant, mais à l'époque, c'était ça notre principale difficulté. C'est qu'en fait, au-delà de notre marque, personne ne connaissait l'usage. Et donc, il a fallu évangéliser sur le fait que ça existe une cagnotte en ligne. Et ça, c'était un sacré challenge. 2011, il me semble, tu vois arriver le pot commun, c'est ça? C'est à Je peu près. pense Est-ce que que c'est fin 2011 ou début 2012. Ouais, c'est à peu près à ce ouais. moment-là, ouais. C'était déjà bien parti, Litchi? Alors nous, on était déjà 2 dans ans une après, phase où on entamait l'international, puisqu'on a commencé à être à l'international ouais. en 2012. Donc effectivement, on avait une longueur d'avance parce qu'on était le premier entrant sur le marché, ouais. Oui, et après 2017, il y a eu PayPal aussi, il me semble, plus ou moins. Alors PayPal a fait plusieurs allers-retours parce qu'en fait, il se trouve qu'ils avaient lancé un service en bêta en 2009, quelques semaines avant qu'on démarre, avant qu'on lance. Vraiment, juste avant. C'est-à-dire que moi, j'étais déjà beaucoup trop lancée pour faire marche arrière, qui s'appelait... Ça t'a fait peur? Oui et non. Je me suis dit, de toute PayPal, façon, quand même, hein. maintenant, c'est trop tard. Qui s'appelait PayPet et qu'ils ont assez mal... maintenu et donc ça a duré peut-être quelques mois, très peu de temps. Et puis ensuite, effectivement, ils sont re-rentrés de nouveau sur le marché. Mais c'est assez marrant parce que presque 10 ans plus tard. En plus, j'ai entendu que tu disais aussi quand tu as eu le projet en tête, tu en as parlé à tout le monde, chose que pas forcément ceux qui ont un projet le font. C'est-à-dire moi, à titre personnel, par exemple, quand j'ai un projet, presque j'ai envie qu'il reste secret. J'ai peur qu'on me le pique. C'est peut-être une erreur, mais ça dépend des mentalités. Toi, tu en as parlé à tout le monde, tu l'as fait valider par tout le monde, quoi. Alors moi, je suis convaincue que une idée, elle vaut pas grand-chose, que ce n'est que l'exécution qui vaut. Donc effectivement, j'ai eu aucun état d'âme à parler à tout le monde de Litchi, à demander des avis éclairés. Et je pense que ça m'a été énormément salutaire et ça m'a énormément rendu service dans ma capacité à faire évoluer le service. Je voudrais qu'on parle de la licence bancaire, parce qu'effectivement, alors en plus en 2008, c'est quand même incroyable. Tu crées une banque. Alors, j'ai pas eu la licence. Donc c'est 2009 la création de Litchi. Non, mais alors j'ai pas eu la licence bancaire tout de suite. Oui, mais quand tu veux créer Litchi, c'est quand même une sorte de banque. C'est complètement une banque, oui, 100%. Tu le fais quasiment en pleine crise des subprimes.
c'est super audacieux. Je crois que ça a été hyper compliqué. Explique-moi comment ça s'est passé. Alors, ça a été un long chemin de traverse. Effectivement, au début, on a commencé en opérant sous la licence d'un partenaire bancaire, d'un partenaire belge, parce qu'en fait, les modèles des établissements bancaires sont assez compliqués. Et pour faire ce qu'on voulait faire, en fait, ça suffisait pas de travailler avec une banque. Il fallait en plus travailler avec un établissement de crédit et monnaie électronique, puisqu'à l'époque, la régulation a pas mal changé. Mais voilà. Et donc, ce qui nous a permis de démarrer, mais qui fait que du coup, il y avait une grande partie de la valeur qui n'était pas captée par nous, puisqu'on avait ce prestataire-là. Et bon, moi je m'étais dit, on se préoccupera de devenir nous-mêmes établissement si jamais la boîte marche, sinon ça sert à rien. Et puis voilà, le chemin a commencé à se faire, et il se trouve qu'en 2011, l'Europe avait mis en place une ouverture de la concurrence des marchés bancaires et de la mise en place des établissements de monnaie électronique et établissements de paiement, et qui devait cette régulation-là être mise en place en avril 2011 dans tous les pays européens. Donc, on a vendu ça par une avocate qui était une avocate extraordinaire, qui s'appelle Maître de Pelgard, qui était notre avocate. Et donc, on se dit, tiens, on va être le premier établissement français à obtenir une licence d'établissement de monnaie électronique. On va déposer le dossier, etc. Et tout. Et donc, on bosse entre septembre 2010 et février à peu près, ou mars 2011 sur le projet. Nuit et jour, avec Laetitia, avec Romain, donc qui est aujourd'hui le CEO de MangoPay, et qui à l'époque était un peu comme moi, touche à tout, et qui avait les casquettes de directeur financier et commercial, ce qui n'existe jamais, c'était juste irréel. Et voilà, et qui était associé, que j'avais associé, qui était un ami d'enfance. Et donc on bosse nuit et jour sur ce dossier. On dépose le dossier en février 2010 en France. En se disant, voilà, début avril, quand la loi passera, on sera les premiers. Et malheureusement, la loi n'est pas passée en France, ni en avril, ni en mai, ni en juin, ni en juillet. Et donc, on se dit, aïe, mais on peut pas atteindre, parce que c'est vrai qu'on avait pas mal de pression de notre prestataire, qui sentait que on voulait prendre notre autonomie, qui donc du coup avait pas du tout envie, parce qu'il sentait qu'on allait devenir concurrent. Et voilà. Donc ça, c'était des enjeux vraiment difficiles à gérer, et ça avait quand même généré beaucoup de stress. Et puis il se trouve que notre avocate nous dit, si la France n'applique pas cette réglementation, enfin en tout cas tarde à la mettre en application, c'est surtout ça, on n'a qu'à passer la frontière et aller dans un autre pays pour essayer d'obtenir cette licence. Mais ça, moi, ça me paraissait être tellement complexe et tellement difficile. Et puis voilà, on est monté dans un train, et on s'est dit, allez, on va recommencer à zéro. Et donc on a recommencé à zéro. On a choisi le Luxembourg. Parce que en fait, on avait 3 options possibles sur la table. C'était le Luxembourg, l'Angleterre ou la Belgique. La Belgique, on ne voulait pas y aller parce que notre prestataire de l'époque, étant un émetteur belge, il aurait su qu'on arrivait, si on déposait dans son pays, c'était quand même vraiment lui faire un pied de nez un peu violent. Donc, on ne voulait pas avoir ce manque de respect et en même temps être mise à découvert, parce que entre le moment où tu déposes une licence et le moment où tu l'obtiens, il peut se passer beaucoup de temps. Donc, on avait exclu la Belgique. L'Angleterre, à ce moment-là, nous paraissait assez compliqué parce que la régulation était assez différente, et que à cette époque-là, on n'était pas encore une boîte internationale, qu'on n'avait aucun contrat en anglais, etc. et tout. Et donc, on s'est dit, on n'a qu'à aller voir le Luxembourg, sachant qu'il y avait 2 signaux positifs, c'est que PayPal et Amazon avaient leur licence d'établissement de monnaie électronique à Luxembourg, et l'avaient obtenue là-bas. Et donc, on s'était dit, il y a déjà des gens qui ont ouvert les portes. Alors, c'est des gens un peu plus gros que nous, mais voilà. Et puis, du coup, on a fait ce chemin-là. On a du coup rebossé sur le dossier pendant plus d'1 an, déposé le dossier, et on a obtenu notre licence d'établissement bancaire à Luxembourg en décembre 2012. Et en fait, le point que j'ai pas précisé, c'est que en fait, l'Europe étant assez paradoxal, c'est que quand tu obtiens ton établissement à Luxembourg, il peut être porté dans tous les pays d'Europe. Et donc, du coup, on pouvait opérer aussi en France. Pas uniquement, mais aussi en France. Mais donc, tu vois, ça a été un long chemin, puisqu'entre le moment où on a commencé à travailler sur le dossier et le moment où on a obtenu notre licence, il s'est passé 2 ans et 3 mois, ce qui est, à l'échelle d'une start-up, infini. Vous aviez un conseil, quelqu'un en particulier pour vous aider? C'est des heures et des heures de travail, quoi. Franchement, on a fait un truc moi, je referai jamais, mais on avait notre avocate qui malheureusement nous a quittés, mais qui était une femme extraordinaire et sans qui on n'aurait jamais eu cette licence-là, qui a bossé comme une dingue, qui était
qui était une des avocates de référence sur l'obtention de licence d'établissement bancaire, qui a eu pour beaucoup d'acteurs en France, notamment de nos concurrents, et beaucoup de gens aimaient beaucoup Laetitia parce qu'elle faisait un travail absolument remarquable et exceptionnel. Et c'est vrai que, en fait, sans elle, honnêtement, on n'y serait jamais arrivé. D'autant que nous, on était incapables de donner des montants d'honoraires importants. Donc, elle me disait toujours, vous êtes mon dossier préféré, mais vous êtes mon dossier pro bono. Eh oui. Mais comment vous faisiez pour encaisser les clients au tout début? Bah, au tout début, je te dis, T'avais on quoi avait à la fois l'encaissement se faisait par le Crédit Mutuel Arkea et ensuite l'émission de monnaie électronique se faisait par l'établissement belge avec lequel on était Mais partenaire. c'était aussi, enfin, quand vous deviez restituer de l'argent, vous aviez déjà au début les API et tout ça, ou c'était tout le monde était équipé parce que, à l'époque, non, mais les c'est pas API comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on fait ce qu'on veut, quoi. pas, donc ça c'était pas d'actualité. C'était manuel. Exactement. Donc du coup, quand tu commences à monter en milliers de clients, c'est des heures et des heures de travail, quoi. Ouais. Alors, Céline, je voudrais qu'on parle de l'international. En 2012, vous étiez présent dans 150 pays, c'est-à-dire quasiment partout. Vous êtes surtout en 4 langues, français, allemand, anglais et espagnol. Alors, il y a 2 choses différentes. Il y a effectivement l'organisation des équipes et puis notre dimension internationale. Et tu peux 100% utiliser le service si tu es basé à Berlin. Il y a un service client en allemand, il y a un site en allemand, il y a le plus de localisation possible. Par contre, effectivement, on a fait le choix stratégique de mon point de vue pour Litchi d'avoir toutes les équipes basées à Paris, même les équipes internationales. Choix opposé pour Mangopé puisqu'on a décidé de localiser. Et je pense que ça, c'est lié à la nature du business. D'un côté, un business consumer et de l'autre, du B2B. Et donc, dans le cadre d'un business consumer, je pense que ce qu'attend un client, c'est une expérience la plus agréable possible, la plus localisée possible, avec des partenariats locaux dans ta langue, vraiment d'un service 100% avec un ADN allemand, un ADN espagnol, un ADN anglo-saxon et ainsi de suite, mais pas nécessairement que les équipes soient localisées. Enfin, en fait, tu te poses jamais la question de combien il y a de gens chez par exemple Netflix, quand tu regardes une série sur Netflix, et pourtant tu as l'impression d'utiliser un service, je sais pas si français, mais en tout cas adapté à ton usage. Et ça me semble être effectivement des choix importants. Voilà, donc il faut une ultra localisation, mais pas nécessairement une implantation des équipes en local sur du B2C. Par contre, sur du B2B, je pense que c'est l'inverse, qu'il y a une nécessité de localisation des équipes parce que un client d'une plateforme de crowdfunding va souhaiter rencontrer son prestataire de paiement qui va être dans le cœur de son métier. En termes de flux financiers, la disparité des monnaies, c'est un problème? Il y a 2 choses différentes. Donc sur Mangopé, on a une quinzaine de devises différentes pour une plateforme type de crowdfunding. On peut effectivement faire du yen, on peut faire du US dollar, de l'euro, évidemment, voilà, un bouquet de currency qui soit le plus large possible, puisqu'encore une fois, il faut s'adapter à la demande des clients. Pour Litchi, pour le moment, les équipes ont fait le choix de s'adapter à l'euro et à la livre sterling, puisque en fait, ça va dépendre de là où tu crées ta cagnotte, et puis aussi de là où sont tes clients, et puis aussi de la juridiction européenne. Donc le challenge pour le moment, il était principalement euro plus pound, là où sur Mangopé, on a effectivement une diversité plus importante de devises. Alors, on n'a pas parlé de Mangopé, on va en parler 2 minutes, tu vas m'expliquer un peu ce que c'est. Sur Litchi, si je suis en Angleterre, elle va être donc en livres et ensuite... Effectivement, le client choisit dans quelle monnaie il veut faire sa cagnotte et dans quelle monnaie il veut la collecter. Mais il n'empêche que, par exemple, si je fais une cagnotte en euros et que j'ai une amie basée aux US qui participe avec la cagnotte, en fait, elle fera un paiement en US dollars et il sera immédiatement converti par sa banque et on réceptionnera les fonds en euros. Et inversement, effectivement, si jamais tu fais une cagnotte en euros et puis finalement tu décides de la livrer en pound, là, c'est la banque effectivement c'est la banque réceptrice qui fera une conversion. Elle n'est pas toujours la meilleure, mais ça a le mérite d'exister et de fonctionner. Quand vous avez créé la société qui a commencé à avoir cette traction, tu as ouvert rapidement un autre pays?
Ça s'est fait automatiquement. Alors d'abord, oui, en français, en anglais. Pour Litchi, on a commencé avec après 2 ans d'activité, donc on a démarré Mhm. l'activité en fin 2009 et on a internationalisé début 2012. Pour Mangopé, Mhm. on a démarré immédiatement en anglais en 2013 et on a d'ailleurs pendant longtemps été qu'en anglais. Le service était qu'en anglais. Je pense que c'est des approches différentes si on est B2C ou si on est B2B. MangoPay, donc c'est une solution, c'est une API, donc un système de paiement. Tu peux m'expliquer en 2 mots qu'est-ce que vous amenez de plus qu'une solution, je sais pas, Monext par exemple, ou Click and Pay, ou ce genre de service. Alors on travaille avec Tu as répondu à quel besoin? nous, en fait, on couvre vraiment toute la chaîne. Donc la vision Hmm. de Mangopay, c'est d'offrir une plateforme de paiement le plus intégrée possible, uniquement pour les marketplaces, plateformes de crowdfunding, consommation collaborative. Donc systématiquement, quand il y a une logique de paiement tripartite, c'est-à-dire un vendeur, un acheteur et une plateforme au milieu, on fait pas de e-commerce classique. On est vraiment dédié à Hmm. cette logique tripartite, et ce qui fait qu'on va faire toute la chaîne du paiement. On va encaisser le paiement, on va reverser la commission à la plateforme, reverser la vente au vendeur ou à plusieurs vendeurs s'il y a plusieurs vendeurs. Donc il y a vraiment un flux de paiement très particulier et très Hmm. spécifique. Et c'est une boîte à outils, c'est une API donc qui permet de faire ça. Et par exemple, on travaille avec Monext, mais Monext, ils ne font que l'encaissement du paiement, ils font pas tout le reste de la chaîne de valeur. Hmm. Notre idée, c'était vraiment d'offrir une solution le plus clé en main possible pour une marketplace pour qu'elle puisse processer des paiements partout dans le monde. Et à l'époque où tu l'as créé, il y avait un manque. Ouais, il n'y avait aucune solution. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, il n'y a pas de solution qui soit dédiée. Il y en a eu, puis qui ont finalement rejoint d'autres solutions plus larges. Donc, tu peux avoir des concurrents qui font effectivement cette partie-là du métier, mais pas Hmm. exclusivement ça. Et nous, on pense que pour bien faire une chose, il faut faire qu'une seule chose. Allez, je voudrais qu'on parle de la vente. 2015, tu cèdes 86% du capital à tes partenaires historiques Crédit Mutuel Arkea. Vous aviez auparavant levé 7 millions d'euros. Donc en 2015, c'était la série C ou la vente. Comment ça s'est passé en fait, hein? Pourquoi ce choix? Alors, c'était une proposition qu'on a reçue dans un contexte où effectivement Hmm. l'entreprise était rentable depuis 2014. On souhaitait pouvoir être en capacité de financer notre croissance. Et il y avait plus de Hmm. croissance à aller chercher que de notre capacité de financement de celle-ci avec nos revenus. Et donc, on s'était posé la question de faire un tour de table qu'on a initié, qui est allé assez vite, hein, donc une levée de fonds. On avait de très Hmm. belles offres sur la table avec de très beaux fonds d'investissement et partenaires. Et puis c'est à ce moment-là qu'on a eu l'offre de Crédit Mutuel Arkea qui nous a semblé être la meilleure, puisqu'on cherchait pas du tout à vendre, mais on cherchait un partenaire qui puisse nous permettre de développer notre vision, avoir, oui, je pense, ce projet de façon plus mûrie et aboutie, plus internationale, dans les valeurs qu'on souhaitait le faire. Et on a trouvé que Crédit Mutuel Arkea était le meilleur partenaire, à la fois pour notre vision, à la fois pour nos clients, à la fois pour les salariés aussi, et dans le Hmm. respect de l'ADN de l'entreprise. 86%, tu voulais absolument garder une participation? Alors l'idée, c'était que comme effectivement, on n'avait pas, on ne recherchait pas nécessairement la vente, le management et moi-même étions contents de rester dans un temps donné incentivés au Hmm. développement du projet et de rester effectivement actionnaire aux côtés de l'industriel. Comment ça s'est passé, la vente? C'est une joie? Vous avez pleuré? Explique-moi un peu comment ça s'est passé en fait. Alors, c'est nécessairement un moment intense hein, à vivre. Hmm. Euh, Ouais. on a eu beaucoup de chance parce que ça s'est passé très vite, en quelques semaines à peine. Donc les choses, on n'a pas eu le temps de les voir venir, je dirais. On a eu effectivement le plaisir, ouais, de vivre une expérience d'achat très intense. Je souhaite à tous tes auditeurs de vivre ça une fois dans leur vie. C'est une expérience assez unique d'intensité, d'adrénaline, c'est le résumé de la vie entrepreneuriale, mais en quelques semaines. Donc vraiment le roller coaster maximum. Euh, Hmm. mais je crois quoi, on avait parfois, voilà, les planètes s'alignent et c'est un peu ce qui s'est passé. C'est-à-dire que tout était
évident et donc ça s'est fait de façon extrêmement rapide puisque notamment dans nos métiers c'est assez particulier, mais comme on est régulé, il fallait l'accord de la BCE pour pouvoir faire le closing de la vente et on l'a eu en 15 jours, ce qui est impensable et notamment l'acquéreur pensait pas du tout qu'on pourrait le faire et qu'il faudrait faire ce qui est assez classique, un signing puis un closing et non, on a pu tout faire en même temps parce que c'est allé vraiment très vite. Franchement, je peux pas dire mieux que les planètes se sont alignées puisqu'on a eu une LOI, donc une offre ferme avec conditions suspensives d'audit par Crédit Mutuel Arkéa fin juillet et on a signé la vente le 15 septembre de mémoire. Donc en sachant qu'il y a eu 3 semaines d'été où le monde a été à l'arrêt parce que au mois d'août globalement quand même les choses sont arrêtées, donc c'est allé excessivement rapidement. Ouais. Tu as eu d'autres propositions, mais pour toi, c'était évident? Alors, on avait effectivement eu d'autres propositions dans le passé, mais on n'avait pas saisi l'opportunité parce qu'on n'était pas du tout dans une dynamique de vendre. Crédit Mutuel Arkéa, encore une fois, c'était la bonne offre au bon prix avec les bonnes conditions, le bon management. Enfin, tout était vraiment aligné. Donc, on a effectivement saisi l'opportunité. Puis surtout, et je pense que ça, c'est le fondamental, on était au contact d'un un industriel qu'on connaissait bien, avec qui on avait d'excellentes relations de travail depuis des années, en qui on avait confiance. Et l'inverse, c'était vrai aussi. Des chiffres traînent, donc je te demande pas de les confirmer, à peu près 50 millions. Est-ce que des sommes comme ça se refuse pas? Je te dis ça parce que tu étais à la veille, donc, soit d'une série C, soit d'une vente, et à un moment, le chiffre est trop gros pour que tu te dises, je saute pas, quoi. Ce que je veux dire, c'est que comment tu te sens quand tu as fait ce petit week-end à HEC et que tu es arrivé là où tu es? C'est complètement, tu réalises? Sûrement pas. Mais non, mais je me suis Ouais. dit, très honnêtement, je préfère rater toute ma vie la vente à 300 millions que avoir raté toute ma vie la vente à 50 millions. Je trouve que Ouais. c'est plus confortable à vivre comme position. Bien sûr. Donc, Bien sûr. donc oui, l'offre était la bonne, les conditions étaient excellentes, on restait actionnaire, donc on avait aussi un upside possible. Enfin, puis voilà, c'est énormément d'argent. Effectivement, un de mes collaborateurs m'avait dit à juste titre, mais rends-toi compte du nombre de personnes qui ont eu une offre sur la table signée, enfin qui va jusqu'au bout depuis l'existence du web. Et c'est vrai qu'on peut presque les citer en fait. Donc je me suis dit qu'il avait raison. Honnêtement, j'avais pas beaucoup tergiversé, mais bon, on s'interroge toujours. Donc je me suis dit qu'il avait raison et qu'on pouvait pas passer à côté de cette opportunité. Puis au-delà du montant de la vente, franchement, c'était les bonnes conditions parce qu'il y a pas que le chiffre, parce qu'il peut être tellement de la poudre aux yeux que voilà, c'était très enfin, c'était juste pour les actionnaires historiques, c'était juste pour les salariés, c'était juste pour l'équipe de management qui aussi touchait les bénéfices de leur travail, de plusieurs années de sacrifices quand même, d'intense. Donc c'était aussi une offre qui peut être intéressante pour nos clients. Enfin, tout était aligné. Puis, tu as doublement rempli le contrat avec tes parents, ce fameux contrat. Qu'est-ce qu'elle t'a dit, ta mère, quand tu l'as appelée pour lui dire, maman, j'ai Elle vendu? m'a dit ouh là là, va pas tout dépenser. Hein. Peut-être tu devrais prendre un garde du corps. Enfin voilà. Bon, tu l'as pas pris, tu n'as pas tout Non, dépensé. ni l'un ni l'autre, tout va bien. Bon. Tu as quel statut aujourd'hui chez Mangopé, chez Litchi? Parce que c'est Alix, donc Alix Poulet qui est maintenant le Alors CEO. Alix est aujourd'hui CEO de Litchi et Romain Mazarias Mmh. qui était jusque-là general manager et maintenant CEO de Mangopé. Donc moi, je n'ai plus beaucoup de statut. En toute honnêteté, je suis présidente Mmh. du conseil de surveillance, donc c'est un rôle non opérationnel. Donc Mmh. depuis déjà 1 an, ce n'est plus moi qui fais cette boîte. Ouais. Qu'est-ce que tu fais alors, je sais que tu as beaucoup d'occupations, on va le voir, en investissement, en conseil d'administration. L'organigramme de ta semaine, c'est quoi à peu près l'organisation? Ah bah, c'est un sacré bordel. Alors effectivement, je fais plein de choses. Il se trouve que j'avais déjà investi dans un certain nombre de boîtes et donc j'ai effectivement accéléré mes activités business angel, probablement parce que j'avais plus de fenêtres de temps à y consacrer, donc plus d'opportunités. Donc ça, c'est la première chose, je pense
que j'ai faite assez naturellement. Et puis, effectivement, j'ai quelques boards et une activité non-profit importante, puisque j'avais, Mmh. depuis décembre 2018, créé Sista, qui est un collectif dont l'objectif est de réduire les inégalités auxquelles font face les femmes quand elles financent leur entreprise. Et vraiment, notre mission, c'est de voir l'émergence d'un groupe de leaders diversifiés. Donc ça ne concerne pas Mmh. que les femmes, mais vraiment, c'est notre vision, c'est de se dire que le monde il sera plus juste quand les dirigeants seront plus au reflet de la société civile. Voilà. Et un autre sujet fondamental, c'est le financement des femmes et le financement de la diversité, parce que aujourd'hui c'est un monde qui est malheureusement inégal, parce que c'est un monde d'entre-soi. Ça ne veut pas dire que chaque VC est quelqu'un de néfaste, bien au contraire, mais c'est que malheureusement aujourd'hui c'est un monde très normé, très grandes écoles, d'un certain âge, d'un certain niveau social, etc. Peu de femmes, peu de diversité, et que nous on pense que il faut voilà faire évoluer cela. Donc effectivement, ma semaine, elle est un mélange de beaucoup de sista, un mélange de un peu d'activité de business angel, de board, puisque j'ai effectivement la présidence du conseil de surveillance de Litchi. Je suis administratrice de la SNCF depuis le 1er janvier. Je Mmh. suis de longue date membre du conseil d'administration de Génération Libre, qui est un think tank qui a été fondé par le philosophe Marketing. Gaspard Koenig, exactement. Mmh. Mais bon, ça reste une activité qui me prend très peu de temps, mais qui me passionne. Voilà, qu'est-ce que je fais d'autre? Plein de choses. Et puis, dans des moments de crise comme maintenant, j'ai passé là 3 mois à ne faire que Protège ton soignant. Donc, c'est un collectif qu'on a cofondé avec des entrepreneurs de la tech et des artistes. Donc, notamment, évidemment, ma partenaire in crime, Tatiana Jama, Alexis Bonillo, donc entrepreneur, Jonathan Benamou, entrepreneur, Daniel Marelli, Simon Estelanen, Thomas Clausel, donc médecin et entrepreneur. Sarah Jonathan, Victoria Jonathan, enfin on est 120, donc je peux citer 120 personnes. Donc voilà, on a fait un Mmh. travail de dingue pendant 2 mois et demi, collecter de l'argent, avec cet argent acheter du matériel médical et le livrer aux hôpitaux et aux établissements hospitaliers qui étaient dans un besoin urgent. On a collecté 7,5 millions, on a livré 220 hôpitaux, et notre dernière commande est partie la semaine dernière pour Mayotte, 4,5 tonnes de matériel médical. Donc voilà, donc je me laisse le temps de faire des choses qui me passionnent. Alors, j'ai bien aimé aussi le début, tu te parlais d'activisme. Donc, c'est ça, c'est Mm. activisme, c'est actif et activiste. Je voudrais juste revenir sur Sista. Euh, qu'on soit bien d'accord, c'est ta vision, c'est dans l'investissement. Donc, aujourd'hui, alors, sauf erreur, tu vas me le confirmer, il semblerait que seulement 2,6% des investissements sont dédiés aux femmes dans les VC, c'est ça, à peu près, en France? Aux équipes féminines. Et ce qui te dérange, et ce qui te dérange tout court, c'est y compris même des questions différentes qu'on va poser à des hommes, à des femmes, par exemple à des femmes, et c'est une question piège. Souhaitez-vous avoir des enfants? Ce sont des questions qu'on ne devrait pas poser. Est-ce que tu as souffert toi de cette différence? Si on les poser à tout le monde. Moi, je suis pour une certaine liberté. Je veux Hmm. pas, il faut pas rentrer dans un monde normé et puritain, etc. Je suis pour le fait qu'on puisse avoir conscience qu'on a tous des biens inconscients. Déjà, c'est un premier point qui est fondamental. Alors, les chiffres que tu as donnés sont les bons, puisqu'ils viennent du baromètre SIPA qu'on a fait Hmm. avec le BCG, sur lequel personne Hmm. n'avait mis le doigt sur quel était le ratio de femmes financées versus, par exemple, le nombre de femmes qui créent des boîtes. Il y a un différentiel monumental. Et donc, c'est ça qui pose problème, c'est qu'il devrait y avoir autant de femmes CEO de boîte tech que de femmes financées, pas plus, pas moins. Moi, je suis pas pour une, une inclusion, enfin particulière, mais il faut qu'il y ait une justice. Et effectivement, on a tous des biens inconscients, et dans un monde où l'argent est détenu par des hommes blancs, quinquagénaires, avec le même type d'études, le même milieu social, eh bien, quand ils voient, et c'est humain, ça n'est pas un jugement de valeur, hein, Hmm. quand ils voient quelqu'un qui est différent d'eux entrer dans une pièce, il y a un jugement. Et ça, personne ne peut s'écarter de ça. Et ça m'arrive aussi, ça t'arrive, mais il faut en être conscient. Et donc,
la façon de les combattre, elle est double. D'abord, c'est effectivement d'en avoir confiance, mais malgré tout, hélas, le fait d'en avoir confiance ne change pas beaucoup les choses. Ce qui change les choses, c'est de mettre des garde-fous, c'est d'avoir de la diversité autour de la table. Parce que si tu avais au quotidien plus de femmes qui étaient VC, plus de jeunes qui étaient VC, plus de gens issus de backgrounds et de milieux sociaux différents, eh ben, on financerait d'autres types de projets. Et en fait, le point qui est fondamental, c'est que dans le milieu de l'innovation, la diversité est une force. C'est même pas une richesse, c'est une force. Parce que plus on est nombreux à penser différemment et plus vite on résout un problème. Et voilà. Et donc, nous, notre propos, c'est celui-là, c'est de dire que la diversité est une richesse et que d'être dans un monde normé et on perd tous collectivement. Donc voilà notre propos. Et effectivement, à mon expérience personnelle, et c'est le cas de toutes les femmes qui ont essayé de lever ou qui ont levé des fonds, on vit des stéréotypes sur nos capacités à diriger, sur notre balance vie de famille, vie personnelle, sur notre ambition, sur il y a un stéréotype du dirigeant d'entreprise qui est aujourd'hui faussé et qui n'est plus représentatif de la nature humaine, je dirais. Et il faut que chacun soit libre. Il y a des hommes qui auront envie de s'occuper plus de leur famille, des femmes plus de passer plus de temps dans leur boîte, et c'est ok. C'est fini la bonne femme de famille mère de famille, qui fait un repas et qui attend son mari gentiment les pieds sous la table et dont c'est le but de la vie. Mais c'est d'accord si elle en a envie. Je veux dire, chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais on ne doit pas mettre tout le monde dans cette case-là. C'est ça qui me dérange. Alors enfin chez moi déjà, j'ai 80% de femmes. Je suis dans le graphisme, donc c'est vrai qu'il y en a quand même beaucoup. Par contre, au niveau du podcast, je reconnais que je galère énormément pour avoir des femmes parce que vous êtes plus rares, on vient de le dire, et parce que vous êtes aussi sollicité et que forcément vous pouvez pas tout faire. Et ça galère, mais c'est pas un choix qui est. Moi, si je pouvais, j'aurais une parfaite parité, quoi. C'est ça que ça serait génial. Tu vois, c'est un choix effectivement, je pense, qui doit être le tien et d'être très très attentif et d'y porter plus d'attention. Et c'est un point important, effectivement, de mettre les femmes en lumière parce que, en plus, malheureusement, et ça c'est plutôt un problème d'éducation, c'est que on n'a pas l'habitude de prendre la parole en public, on n'a pas l'habitude, on a un rapport différent avec le succès, avec les femmes ont un syndrome de l'imposteur que les hommes ne connaissent pas. Les femmes doivent prendre une place là où les hommes ont la place. Et effectivement, la visibilité médiatique est un des éléments fondamentaux pour dire que c'est possible. Et moi, pourquoi j'ai entrepris, c'est parce qu'un jour, j'ai vu Ariane Garcia dans Capital qui racontait son histoire avec Caramel. J'avais 16 ans et je me suis dit, je veux faire ça. Et c'était il y a 20 ans et je me suis dit, je veux faire ça, je veux être comme elle. On s'identifie par association et donc c'est très important qu'il y ait des femmes dans les médias parce que sinon les petites filles ne rêveront pas. Sinon, enfin, la première chose que j'ai fait quand effectivement j'ai eu l'offre de Crédit Mutuel Arkea sur la table, c'est de googliser s'il y avait d'autres femmes en Europe qui avaient vendu des boîtes tech à des montants supérieurs. J'en ai pas trouvé et donc je me suis dit, si les autres elles l'ont pas fait, pourquoi moi j'y arriverai? Donc ça veut dire qu'il faut que je prenne l'offre que j'ai sur la table parce que je pourrais pas avoir mieux. Allez, je voudrais qu'on parle de management marketing. Tu cites Steve Jobs. Ouais. Je suis convaincu que la moitié qui sépare les entrepreneurs qui réussissent de ceux qui échouent est purement la persévérance. Alors, est-ce que c'est pas facile de dire ce genre de phrase si on n'est pas time to market ou si le produit n'est pas bon? Est-ce que la persévérance, ça suffit? Un produit qui est pas bon, c'est que de la persévérance pour faire qu'il soit meilleur, améliorer, qu'il soit bon. Non, mais évidemment, c'est un peu simpliste ce genre de citation, etc. Mais je pense quand même que mais c'est vrai. Que c'est pas. Alors, il y a toujours une part de chance. C'est le premier truc qui est très important. Toujours. Et moi, j'ai toujours eu de la chance dans ma vie. Il y a toujours une part de chance. Je pense qu'il y a peu de part à l'intelligence suprême. Et je crois que c'est très positif parce que ça signifie que c'est possible pour tout le monde, pour tous ceux qui osent, travaillent et rêvent. Et cette phrase n'est pas de moi, mais elle est de Xavier Dolan. Et ça, j'en suis convaincue. C'est que à un moment donné, c'est l'extra mile, c'est le mail de plus, c'est le coup de fil de plus, c'est l'heure de boulot de plus. Évidemment dans le bon sens, hein, parce que sinon ça amène rien. Mais enfin. Il faut je pense que la qualité première d'un entrepreneur, c'est sa pugnacité.
c'est cette capacité à ne pas lâcher quand il y a un problème pour le résoudre. C'est toujours toujours s'attacher à essayer de voilà. Mais pour toi, avant d'imaginer que tu allais cartonner avec Litchi, est-ce que tu as failli renoncer Ah mais ou bien jamais? sûr, mais 1000 fois. Non mais évidemment, des moments de doute, et c'est bien toute la dualité en tout cas de ma personnalité, c'est que moi je suis pas quelqu'un de sûr de moi, je suis pas quelqu'un de, au contraire, je suis en permanence en train de douter, je suis en permanence en train de me remettre en question, mais c'est justement ce qui fait ma force en fait, c'est que je veux toujours mieux, être plus attentive, plus ouais, et de façon très 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 tenace. Donc je pense que mes faiblesses sont aussi une force en fait. Dans mon Parce que métier. tu parles de pugnacité et de persévérance. Est-ce que tu es le genre de personne, s'il y a un mur, tu vas le regarder, le laisser de l'escalader ou le défoncer? Tu te dis, je ne veux pas. La persévérance, c'est plus que ça, quoi. Bah, alors, j'aime l'adversité, donc c'est vrai que c'est une nature, hein. Plus on, ouais, j'aime aller au combat, j'aime les challenges, j'aime ce qui paraît impossible, j'aime les défis. Je dois dire que ça a plutôt tendance à me stimuler plutôt que de me décourager. Et donc c'est pas une question de vouloir avoir raison, c'est une question d'aimer, ouais, dépasser des codes, des positions de principe, des états de fait. C'est voilà, je pense que les choses, elles changent si on a envie qu'elles changent. Donc il faut relever les manches, et puis parfois il faut casser le mur, parfois il faut l'escalader, parfois il faut le contourner, et parfois il faut juste le regarder. Et avec le recul, pour toi, ça a été plutôt facile ou t'en as vraiment bavé? J'en ai vraiment bavé. Alors, je vais pas mentir, hein. Franchement, j'en ai vraiment bavé, et Mais est-ce qu'on n'oublie pas aussi? Est-ce qu'on n'oublie pas ah bah si, tout ce qu'on a? si on oublie, On oublie vite quand même, hein? on oublie vite, c'est comme plein de choses, hein, mais si, bien sûr, Ouais. j'ai trouvé que c'était très dur, j'ai souvent, ouais, c'est aussi une forme de souffrance. Alors, je vais pas me faire plaindre, hein, mais oui, c'est beaucoup de responsabilités. On est toujours le dernier maillon de la chaîne. C'est pas pareil d'être deuxième de cordée ou premier de cordée. Enfin voilà, tout se joue là. Mais en même temps, c'est des moments de vie extraordinaires. Je trouve une satisfaction, enfin que rien Et d'autre puis n'offre. des victoires. C'est Ouais, des les unes derrière victoires. les autres, c'est agréable. Après, chacun est stimulé et motivé par des choses différentes. Moi, je sais que de voir se créer une équipe, des gens qui tout d'un coup, une sorte de mélodie et de symphonie qui se crée autour de quelque chose qui était juste 2-3 notes, et chacun y trouve son plaisir. Et ça, c'est très très fort, ouais. Et pour moi, c'est quelque chose qui est épanouissant. Céline, je crois que tu investis dans une trentaine d'entreprises, un tiers donc créées par des femmes. Tu multiplies les actions vers les jeunes, les femmes, et tu les incites évidemment à créer leurs entreprises. Tu es présente dans Fritchi, le slip français, Pumpkin, Yuka. Comment tu choisis tes projets? On vient de chercher plutôt, je pense que tu es pas mal sollicité. Comment tu les choisis? Qu'est-ce que tu attends, à part l'aspect financier, évidemment, le retour sur investissement, mais comment tu marches au projet? Ah oui, complètement. Bah, alors, c'est vrai que j'ai une chance, c'est d'être très sollicitée. Donc le pipe commercial, il a plutôt tendance à venir à moi que l'inverse. Et je marche à la personne plutôt même qu'au projet. Donc La personne est plus importante. ah ouais. Justement, c'est ce qu'on disait, la détermination, le mindset ou ouais. Ouais, non, c'est l'état d'esprit, le comportement, la culture, enfin, c'est tout ça, ouais. Et c'est que ça qui m'intéresse. Évidemment, bon, il y a des choix que je fais, c'est-à-dire que je ne fais que des projets tech, plutôt du service, plutôt des choses, ouais, B2C ou B2B, ça me gêne pas. Mais il y a des secteurs que je comprends pas bien, donc j'évite. Mais après, le reste, ouais, c'est vraiment, c'est ce que je vais apprendre avec l'entrepreneur qui est assis à côté de moi qui m'intéresse.
Mais quand tu reçois quelqu'un, c'est un one-to-one ou tu as des gens avec toi, vous avez une sorte de collectif ou un bureau qui étudie les dossiers ou c'est. Ça dépend, mais effectivement, c'est plutôt un métier qui fait en solitaire. Mhm. Mais après, j'ai quelques business angels avec qui j'échange sur les projets et avec qui je confronte mon point de vue. Voilà, et j'ai créé un petit écosystème, que ce soit avec Tatiana Jama, avec Pierre Kosciusko-Morizet, avec Alexis Bonillo, voilà, tous ceux qui peuvent être voilà, sollicités à un moment donné, et on va se donner des points de vue, des avis, challenger nos décisions, ainsi de suite. Tous ceux qui débutent dans les startups, quand on entend les noms que tu viens de citer, euh, Anthony Bourbon, que j'ai reçu, disait on vit dans un milieu de start-up, on fait des soirées, on est dans le truc, on est dans le move. C'est compliqué de faire partie de ce milieu. Qu'est-ce qu'il faut pour faire partie de ce milieu? Quand tu vois qu'il y a des boîtes comme toi qui sont profitables, qui ont des années, qui sont à l'international, où tu as des DNVB, où tu as des petites boîtes qui ont fait juste de la levée de fonds, qui perdent beaucoup d'argent, qui sont dans ce milieu. Comment on fait pour arriver à vous côtoyer? Bah, non, mais moi je pense qu'il faut pas avoir un tropisme dans un sens comme dans l'autre. C'est-à-dire que moi je ne suis, enfin, il y a des projets différents, il y en a des tas qui ont un ADN différent et qui demandent parfois beaucoup de capital, parfois aucun. Il y a des entrepreneurs qui ont beaucoup de facilité à lever, d'autres pas. Encore une fois, je me garderais bien de juger ouais, de ce que doit être un projet ou ce qui ne doit pas être. Il y a des projets qui ne sont pas faits pour lever des fonds. Donc ça, en fait, moi, ça m'importe peu. Je suis ni impressionnée ni dégoûtée parce que des gens ont levé beaucoup ou pas. En fait, je m'en fous. Je pense que c'est un milieu qui est assez ouvert, mais fait de beaucoup d'entre-soi. Si je dois être un peu critique, je pense que c'est un milieu ouvert parce que voilà, de toute nouvelle personne qui a la tête bien faite, qui a envie elle leur trouvera très vite une main tendue par les autres entrepreneurs. En tout cas, moi, c'est mon expérience, c'est que j'ai Mmh. sollicité des tas d'entrepreneurs qui avaient beaucoup d'expérience et je le fais toujours hein, pour apprendre aussi. Et j'ai toujours eu que ce soit il y a 11 ans ou aujourd'hui une porte ouverte et bon, il y a toujours des cons, hein, pardon, hein, mais ça arrive. Mais de façon générale, j'ai toujours trouvé un accueil très bienveillant et assez humain. Et je crois que ça, c'est assez unanime. Après, c'est vrai que c'est quand même un milieu souvent de gens qui ont fait les mêmes écoles, qui très parisiens, avec une forte culture du jeunisme. Donc oui, il faut plus de diversité et donc je suis, enfin, je ne peux que essayer de l'encourager, de la générer, de passer du temps avec des entrepreneurs pour leur transmettre des compétences, mon réseau, etc. Mais voilà, mais je pense que celui qui veut, celui qui a envie, celui qui travaille, celui qui est juste, celui qui donne avant de recevoir, et ben il a toute sa place, ouais. Dans les projets dans lesquels tu as investi, est-ce que quelqu'un t'a impressionné? Franchement, j'ai Mmh. investi dans des projets avec des niveaux de réussite différents, mais j'ai vraiment créé à chaque fois des liens très, très humains et très agréables avec les entrepreneurs que j'ai financés. Pour une simple et bonne raison, c'est que j'aime les entrepreneurs, j'aime la nature des entrepreneurs, et donc c'est des gens avec qui je fit bien. Euh, oui, dans les gens qui m'ont impressionné, il y a Ah. Alexandre Pro de Conto, pour qui j'ai une grande estime. Beaucoup d'admiration, sincèrement. Je trouve que c'est quelqu'un d'à la fois excessivement intelligent, juste, une grande humilité, très précis, agréable, réfléchi, travailleur. Enfin, franchement, je cherche toujours les défauts d'Alexandre. Pourtant, souvent, quand on bosse avec les gens, on finit par les voir, mais j'ai beaucoup d'estime et d'admiration pour lui. Ouais. Euh, Je le vois le 24. J'interviewe le 24. c'est un très bon choix d'interview. Honnêtement, j'ai rarement vu ouais, enfin, il avait toutes les cases enfin, toutes les cases à cocher pour avoir un destin exceptionnel, je dirais. Je pense que le podcast sortira quand je vais le voir et je lui ferai écouter le passage où des éloges, ça lui fera plaisir, quoi. Ça lui fera plaisir. Ouais, je Ouais. raconte n'importe quoi parce qu'en plus, il est très humble. Mais il faut pas Ouais. l'écouter. Mais non, c'est quelqu'un pour qui j'ai, ouais, beaucoup d'estime et plaisir à partager et discuter et j'apprends beaucoup de choses à ses côtés.
Voilà, par exemple, j'ai investi chez Yuka, tu le disais, Julie Chapon, je ne l'ai jamais rencontrée, donc c'est quand même une situation assez drôle parce qu'on vit toutes les deux à Paris. J'ai régulièrement des échanges avec elle et j'ai beaucoup aussi d'admiration pour Julie, beaucoup d'estime. Je trouve que c'est toujours très précis, les reportings sont toujours de grande qualité, c'est très juste, le produit est bien exécuté et ça dénote des caractères et des personnalités, ouais, dont je suis heureuse de pouvoir côtoyer et partager le temps. Allez, Céline, on va parler de questions personnelles. Il y a quelque chose que j'ai remarqué. Tu as rencontré alors Mark Zuckerberg Ouais, et Mohamed Younous. ouais, C'est incroyable. ouais. Comment ça se fait? Écoute, deux rencontres qu'on m'a proposées, donc que je n'ai pas sollicité. Mark Zuckerberg, j'avais été effectivement invitée à la conférence F8 de Facebook à participer à une rencontre avec lui. Donc c'était 1 heure et demie d'échange. Ils avaient choisi une dizaine d'entrepreneurs partout dans le monde qui faisaient des métiers très différents et l'idée c'était voilà d'avoir une discussion ouverte, tous ensemble, en tout petit comité. Donc franchement, c'était juste irréel. J'étais assise à côté de lui, je pense que j'étais verte tellement j'étais stressée. Et Mohamed Younous, c'est mon ami Christian Vanizette, que je salue bien et pour qui j'ai aussi une grande amitié et beaucoup d'estime, qui m'a proposé de le rencontrer. Je pense que c'est son mentor, je sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas, voilà, Christian est le fondateur de Make Sense et il est très proche de Mohamed Younous. Et le jour où il m'a dit qu'ils étaient très proches, je lui dis, oh mon Dieu, mais un jour dans ma vie, je rêverais de le voir 5 minutes. Il me dit, ah non, mais pas de problème, tu peux prendre un café avec lui dans 15 jours. Et voilà. Et donc, ces deux rencontres, et Mohamed Younous, c'était franchement, voilà, c'était assez fort, quoi. Il y a un truc, je pense, assez émouvant, assez, enfin, c'est une rencontre qui m'a beaucoup marquée. Rien que d'en parler, je suis assez émue et je suis très reconnaissante de Christian de m'avoir permis de faire cette rencontre. Donc oui, c'est aussi ça la vie d'entrepreneur, c'est cette chance inestimable de rencontrer des gens dont on se souviendra toute sa vie. J'ai encore quelques questions et comme tu as un rendez-vous juste derrière, on va essayer de répondre. Je vais te les poser rapidement. Ouais. Alors, est-ce que tu prends le temps de vivre, ou tu fais du sport, ou tu es toujours à fond? Depuis longtemps, je prends quand même le temps d'un peu de temps pour moi parce qu'en fait c'est finalement du temps pour ma boîte quand voilà. Donc oui, je fais beaucoup de yoga et puis par exemple j'ai certaines religions de type je ne travaille jamais le samedi, jamais 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 jamais. Ah, C'est une journée que je garde pour même, tu regardes même pas tes mails? ouah, si j'ai mon téléphone à la main quand même, je mentirais pas, mais c'est très Bon, rare que je bosse. Non, franchement, ça m'est pas arrivé depuis des années. Cas exceptionnel, si ça arrive évidemment, mais franchement, mais c'est bien, ouais. ouais, c'est une journée que je préfère garder en famille ou entre amis ou voilà. Et j'essaye de faire du sport 2 à 3 fois par semaine. Ouais, c'est pas toujours évident, mais j'essaye. Mais en fait, c'est très important de faire autre chose. Moi, mon cerveau, il fonctionne quand il est en pause. Donc c'est en vacances que je résous les problèmes les plus fondamentaux. C'est la nuit que finalement je me réveille, je me dis ah putain mais c'était évident. Enfin donc j'encourage même ceux qui nous écoutent à avoir cette culture-là. Toujours l'Inde, une fois par an? Ah bah ça fait bien longtemps que je ne suis pas allée en Inde. La faute Mmh. à ma grossesse et à l'arrivée de mon fils. Ouais. Parce que je préfère partir en voyage avec lui et que je trouve que bon, le choix de l'Inde est un choix un peu Ouais. hasardeux avec un bébé de 15 mois. Je pense que quand il aura 2 ans, on pourra y aller. Je pense que c'est la première chose que je ferai parce que franchement, ça me manque de façon assez fondamentale. C'est un pays pour lequel je suis tombée amoureuse. En lisant Cette nuit la liberté en train, en voyage entre ouais, l'ouest de l'Inde et puis Delhi et ouais, j'ai besoin d'y retourner le plus possible, le plus fréquemment possible et c'est un endroit que j'adore, qui est assez magique, qui est très très intense. Donc voilà. Est-ce que tu as 2 ou 3 étapes de ta carrière qui t'ont marqué? Ouais, il y en a plein. Oh, c'est dur à dire. C'est pas tant des étapes de carrière plus que des moments, quoi. Des moments de joie, des moments parfois de peine, des moments de
je veux dire, de communion en équipe, c'est des moments très forts de façon générale. J'ai pas d'étape en tant que telle parce que j'ai pas le sentiment moi j'ai l'impression d'être la même personne depuis que j'entreprends ou depuis toujours. Évidemment, j'apprends, mais voilà. Et donc, deux ou trois, tu peux pas les citer, tu aurais du mal? Ouais. Au moins une. En fait, ouais, si, des étapes, c'est les étapes de l'entreprise. Si tu fermes les yeux, que tu penses à Litchi, tu penses à quoi? Ouais, je pense au moment de joie avec mon équipe, petite ou grande. Ouais. Au premier bureau comme au dernier, au fait où on était 7-8 et qu'on buvait l'apéro comme ça, où on était 200. Je pense que c'est ça qui m'a le plus marqué et qui a toujours été le plus important à mes yeux. Est-ce que tu as des mentors? Est-ce que j'ai des mentors? Je sais pas si j'aime le terme de mentor. J'ai des gens que je sollicite et dont leur avis est précieux. Ceux que je sollicite souvent sont Pierre Kosciusko-Morizet, dont j'ai déjà parlé, Xavier Niel, que j'ennuie un paquet de fois, Tatiana Jama, avec qui je parle 12 fois par jour, si ce n'est 50. Voilà, mes amis proches. J'ai beaucoup été épaulée par Jérémy Bérébi au début de l'histoire de Litchi et même après. Ronan Lemoyle a été très important, qui était le CEO de Crédit Mutuel Arca pendant 10 ans de ma vie, à la fois d'abord comme board member, puis ensuite comme étant le CEO de la boîte qui nous avait racheté. Catherine Barba était très présente aussi, elle est toujours. Donc voilà, donc je sais pas si j'ai des mentors, mais j'ai des gens dont la vie compte de façon fondamentale. Alors, avant-dernière question, le chocolat, toujours? Et comment tu sais ça? J'ai une passion pour le chocolat. Je ne pourrais me nourrir que de chocolat, effectivement. Ça, c'est évident. Peut-être un jour, je ferai une marque de chocolat, qui sait. Ce sera peut-être le projet d'après. Who knows? Le podcast s'appelle La Combinaison. Je voudrais savoir, Céline, c'est quoi le truc, la clé, la combinaison pour devenir Céline Lazorte? Du travail. Alors, tu as déjà répondu plus ou moins tout à l'heure, mais du travail, du talent, des opportunités saisies, de la chance, de la résilience ou de la persévérance, de la passion ou le tout? C'est forcément le tout, mais c'est surtout très présomptueux. Non, je crois, franchement, si j'ai un truc qui m'a réussi, c'est de m'entourer que de gens à la fois extraordinairement compétents et humainement assez hors du commun. Et je pense que c'est ça le plus important. Tu vois, par exemple, sur Protège ton soignant, c'est vrai que de travailler en fait pendant 2 mois et demi avec Jonathan Benamou, avec Tatiana Jama, avec Thomas Clausel, de façon intense, et avoir la chance de travailler avec des CEO. Enfin, ça m'arrive. En fait, quand on est entrepreneur, ça nous arrive jamais. Et là, on a tellement appris ensemble. Ça, c'est une chance qui est inouïe. Et peut-être que j'aurais pu on aurait pu avoir cette facilité de dire non mais il faut pas trop de CEO ou etc. Et non, au contraire, on s'est tellement apporté de choses. Alors je dis pas que de temps en temps on n'a pas été en désaccord, ça arrive évidemment, mais franchement on a vécu une aventure ensemble qui est unique, dont on se souviendra toujours et dont moi je ressors en ayant tellement appris de choses et tellement grandi que j'en suis tellement reconnaissante. Enfin, franchement, je peux pas dire mieux. C'est-à-dire que ouais, ça a été un enrichissement personnel très fort. Donc, je crois que je sais pas si c'est ma meilleure capacité, mais en tout cas celle que je voudrais transmettre à tes auditeurs, c'est de s'entourer de gens qui sont meilleurs qu'eux et que c'est une grande richesse en fait, et que c'est facile aussi. Céline, merci beaucoup. Merci pour ton énergie et ta sympathie. J'ai passé un super moment. Moi aussi. À bientôt. À bientôt, salut. Un grand merci à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'ici. J'espère que cette conversation vous a plu. Parlez de ce podcast à vos amis ou à vos collègues de bureau. Partagez-le le plus possible. Abonnez-vous en cliquant sur le petit bouton s'abonner dans votre application mobile ou sur votre ordinateur. Ainsi, vous serez averti dès qu'un nouvel épisode est en ligne. Je sillonne la France pour vous proposer de nouveaux invités
C'est vraiment beaucoup de travail. Ce n'est pas mon métier, vous l'avez peut-être compris. C'est une passion que je pratique en dehors de mon job. Si vous avez apprécié cet épisode, dites-le moi avec des étoiles, 5 de préférence sur Apple Podcast, anciennement iTunes, et d'y ajouter un gentil commentaire, ça me fera plaisir. Ça me permettra également de remonter dans les classements. Et puis si vous n'êtes pas Apple, c'est pas grave, parlez-en autour de vous, partagez sur les réseaux sociaux, c'est prévu sur votre application de podcast préférée. Enfin, vous pouvez vous abonner sur lacombinaison.fr pour être averti dès qu'un nouvel épisode est en ligne. Je suis Frédéric Azoulay, n'hésitez pas à me faire remonter vos remarques, vos questions, mais aussi des invités que vous aimeriez entendre. Je vous dis à bientôt.